75 mètres cubes de boue. Ça, c'est le cœur du système. Et cette boue qui est ici, elle est homogénéisée avant d'être reprise par les deux pompes de haut service, ou pour 2 et 3 en service. On monte la pression de ces boues, 230 bars, et on injecte la boue au tête de tour sur l'ascenseur rouge qui se trouve dans la tour. Ça, c'est les tapis d'hydro qui vont séparer la phase solide de la phase liquide. La phase solide avance sur ce sol. Voilà, vous posez une appassionate là. Il faut travailler sur la relation de la vitesse de perforation entre le poids propre et puis le poids qui est résiduel sur la terre. Une fois qu'on a perforé encore les 6 à 7 mètres qui restent ici, on aura le tube déconnecté de l'ascenseur qui se trouvera à cette hauteur-là. L'ascenseur va remonter dans la tour et il va se faire approvisionner avec un nouveau tube qui va venir en place et qui sera serré par le repos. La pression de la boue fait tourner une vis d'Archimède qui est dans le dernier tube tout en bas. À l'intérieur de ces tubes ici, la boue descend avec une très grande pression. Le dernier tube, il n'est pas vide, il a une vis d'Archimède. Et la boue va descendre, puisqu'elle a la pression, elle veut essayer de sortir cette boue. Donc elle presse sur la vis d'Archimède, la vis se met à tourner. Et puis au bas de la vis d'Archimède, il y a des trous qui permettent à la boue de sortir et de remonter aux surfaces. Il y a un frein aussi. Il y a un petit frein. Alors, les personnes qui ont fait le premier tour. Alors, quand on a vécu notamment le 4 balles sur des forages profonds, je crois qu'il est bon de dire que la structure géologique dans laquelle nous entrons actuellement n'a strictement rien à voir avec la structure de base. On a reconstitué des images et on obtient des certitudes raisonnables. Hein, je veux dire, on est toujours dans ces traductions des éléments que l'on a. Et alors on peut dire, bah voilà, dans telle zone, on a une capacité de gaz de X, Y. Et puis, de toute façon là, ça mérite d'être exploité. Puis au fur et à mesure qu'on exploite, on va encore renforcer la compréhension et la connaissance de la zone qu'on exploite. Et on peut aussi calculer le taux de porosité, alors le pourcentage de vide dans la roche, c'est ça ce qui nous intéresse, et même le fluide dans la porosité. Est-ce que c'est de l'eau salée, du gaz, du pétrole ou des mélanges? Alors là, on a des moyens aujourd'hui pour calculer ce qu'il y a, et avec ça, on va définir, localiser des zones d'intérêt, et après on va faire des tests en bas. Ça, c'est la protection du site. Les systèmes se ferment très rapidement et sont pilotés par le responsable du forage. Vous avez ici sous les yeux, c'est le résultat des premiers travaux d'analyse 3D qui ont conduit au positionnement et à l'identification géographique de cet anticlinal. Ici, ben, vous le voyez, nous sommes malheureusement pour les foreurs, au milieu déjà d'une partie lacustre importante, avec des profondeurs qui ne sont pas très élevées, mais qui dans tous les cas ne nous permettaient pas de nous positionner à cet endroit-là avec le forage et qui nous ont obligés naturellement à trouver la solution du forage ici et de la localisation de nos villes, avec alors à la clé un forage nettement plus compliqué que celui qui aurait été le forage vertical que nous aurions pu mettre en œuvre dans pratiquement tous les pays du monde à l'exception de la Suisse. C'est tant mieux pour nous quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Mexique. Peut-être qu'on dit que c'est finalement ces mesures de protection-là qui permettent d'éviter des gros pépins. Et là, en l'occurrence, naturellement, tout cela a un prix tout d'abord économique. Le forage que nous entreprenons aujourd'hui n'a pas le même coût qu'un forage que nous aurions entrepris verticalement à partir d'un derrick offshore. Il se trouve sur une plateforme d'à peu près 10 000 m², qui a été organisée, comme vous le voyez sur ce graphique ici, qui a été organisée en zones qui sont affectées aux activités de forage et de ceci de façon distincte.
La partie centrale ici, défoncée, c'est là où nous allons nous rendre tout à l'heure. C'est la tour de forage sur laquelle nous préparons aussi tous les agrégats qui permettent d'assurer le succès de ce forage, et notamment parmi ces agrégats, la boue en étant qui est extrêmement important et qui est cette cuisine ici qui est préparée sur cette partie-là du site, hautement protégée aussi en termes d'eau de ruissellement, mais non seulement d'eau de ruissellement, mais aussi en cas de résurgence de grande profondeur, nous avons la capacité d'absorber ce qui se passe sur cette plateforme et de traiter ces eaux ici dans notre station d'épuration que vous verrez tout à l'heure aussi. La partie gris clair est une partie qui permet le fonctionnement de cette plateforme. C'est la partie logistique, c'est l'approvisionnement en tubes, l'approvisionnement en matière, l'approvisionnement aussi en énergie lorsqu'il le faut, puisque nous avons non seulement un groupe électrique qui fonctionne en permanence, mais aussi un groupe diesel qui prend le relais lorsqu'il y a des pépins. Et on en a déjà vécu ici dans le Châtelet-Boulot-Valaisan avec des baisses de tension importantes. Donc cette zone d'approvisionnement est aussi la zone de logistique sur laquelle nous avons toute la maintenance de ce site qui travaille de façon autarcique. Les ouvriers maintiennent et entretiennent l'outil de forage qui est le nôtre. Nous travaillons ici 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les ouvriers travaillent pendant 15 jours, puis comme en mer du Nord sur les plateformes, sont en congé pendant 15 jours. On a une cinquantaine de personnes qui à tour interviennent sur cette plateforme et en règle générale, c'est une dizaine de personnes qui est présente sur le site. Pour une simple et bonne raison, c'est que nous avons la chance de disposer de la plateforme la plus moderne d'Europe, qui est ici, vous verrez tout à l'heure, et qui est une plateforme très largement automatisée et robotisée, qui permet naturellement non seulement de faciliter les opérations, mais surtout de les accélérer et de disposer d'un outil extrêmement performant. C'est ce que vous voyez ici, les différentes zones prises sur cette photo. Ce que mon ami Werner Leuil a étudié et analysé pour pouvoir permettre le lancement de ce forage, eh bien, c'est ce profil géologique que l'on retrouve ici contre la paroi. Et ce profil géologique a servi de base à l'établissement des séquences géologiques que nous sommes supposés traverser et rencontrer au fur et à mesure de notre progression. Alors, naturellement, ces éléments-là ont été obtenus par la base, je dirais, d'informations relativement lacunaires. Ce sont les mesures sismiques qui ne livrent pas tous les secrets des grandes profondeurs lorsqu'on procède à ces mesures sismiques, mais qui néanmoins permettent, notamment par interpolation entre des puits qui ont été explorés à quelques distances d'ici, par interpolation qui nous permettent d'obtenir ce profil géologique, qui est le profil qui a servi finalement aux géologues pour l'établissement de la potentialité de cet anticlinal. Et alors, pour descendre dans les grandes profondeurs, puisque nous avions imaginé au départ descendre sur une distance d'à peu près 4 km et à une hauteur verticale, une profondeur de 3 km, finalement nous nous sommes aperçus malheureusement que les premiers doutes que nous avions se sont concrétisés. Au lieu d'avoir une couche qui faisait à peu près 200 mètres proche de la surface, on s'est trouvé avec une couche d'à peu près 1 km, donc tout notre forage s'est rallongé d'à peu près 1 km. Et ça, c'était le premier défi pour les ingénieurs, puisqu'il a fallu mettre en œuvre les dispositifs prévus pour le forage, initialement pour une distance de 4 km. Eh bien, il a fallu reprendre ces éléments sans modifier la structure et l'organisation géométrique du forage, reprendre ces éléments pour pouvoir atteindre cette profondeur de 5 km. Ce puits est un puits assez particulier, comme vous le voyez apparaître maintenant. C'est un puits avec une caractéristique dite télescopique. Vous voyez qu'au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans la terre, nous allons réduire et nous réduisons le diamètre de perforation. Le fonctionnement est relativement simple. La section qui est achevée, ici c'est la première section que nous avons creusée à 61 mètres de profondeur avec un diamètre de 1 mètre. Une fois cette section achevée, on ressort l'outil de forage. On va descendre à l'extérieur un tube qui est en quelque sorte une chemise. C'est un tubage qui va venir protéger le puits. Et on va injecter par l'intérieur du béton qui va venir se positionner entre la chemise et la partie rocheuse qui a été excavée, et donc qui va solidariser ce tubage avec la terre ou avec la roche qui l'entoure. Une fois cette opération terminée, on va changer le diamètre de l'outil de forage et on va ainsi progressivement descendre jusque dans les grandes profondeurs avec chaque fois une réduction de diamètre qui nous permet d'atteindre les grands fonds avec un diamètre de l'ordre de 15 cm à comparer à 1 mètre ici à 100 cm qui était le diamètre de perforation initiale.